en Baïba, en Fofoli. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de cette émission dominicale essentiellement consacrée aux faits et gestes survenus en milieu politique au Bénin. Après la levée de l'immunité parlementaire des députés Valentin Agossou Dianotin, Idrissou Bako et Mohamed Ataou Renouho, l'Assemblée nationale s'apprête à étudier les dossiers de demande de poursuite judiciaire contre certains anciens ministres du gouvernement précédent. Les faits qui leur sont reprochés ont une certaine particularité d'une personne à une autre, mais le dénominateur commun reste et demeure la lutte contre la corruption. Une lutte qui ne serait pas impartiale selon une partie de la classe politique au regard du bord politique des personnes visées par ces différentes procédures judiciaires. Alors, est-ce vraiment une chasse aux sorcières que mène l'Assemblée nationale, peut-être en collaboration avec la justice? La question est au cœur du débat de ce dimanche sur E-Télé. Et pour ce faire, je reçois sur ce plateau M. Frédéric Bianzin. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le président du Front citoyen. C'est une formation politique qui soutient les actions du chef de l'État. Merci d'être là. Merci bien. Et puis, à vos côtés, Mme Laurentine Adossou-Davo. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être là. Et puis, de l'autre côté, Dr Laurent Delors-Faton, vous êtes des Forces Courir pour un Bénin émergent. Merci d'être là. Bonjour. Merci, c'est un plaisir. Voilà. Je commence avec vous, justement, Dr Faton. 5 ministres du gouvernement du président Boni Yahi, à savoir Valentin Dianotin, Fatouma Madou Djibril, Simplice Dossou Kodjo, Komi Kouché, Aboubakar Yaya sont visés par une procédure judiciaire. Ils ont été sollicités par le procureur près de la cour d'appel de Cotonou pour justement répondre des faits qui leur sont reprochés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. De quel œil voyez-vous cette sollicitation-là du procureur et qui sera étudiée par l'Assemblée nationale en session extraordinaire? Merci, monsieur le journaliste. Avant tout propos, je voudrais simplement vous dire que je suis Laurent Delors-Faton simplement. Et je suis là, comme vous l'avez dit, en tant qu'acteur politique de la formation des Forces Courir pour un Bénin émergent. Il faut dire que le sujet dont vous parlez est un sujet crucial. Personne ne dénie le fait que la corruption, ou bien personne ne conteste que le fait que la corruption est un grand problème, je dirais même c'est un crime qui se perpétue au Bénin depuis 1960. Et on ne peut pas parler du développement du Bénin sans parler de la corruption et sans lutter farouchement contre la corruption. Et quand on voit ce qui se fait depuis 2016, un constat général se fait remarquer, c'est qu'on n'attaque que ceux qui sont dans l'opposition. C'est le constat que tout le monde fait. Et lors de son dernier entretien avec les journalistes à l'occasion de la fête de l'indépendance passée, le chef de l'État lui aussi a reconnu et que à ce jour, la lutte qui se fait ne s'attaque que exclusivement qu'aux hommes de l'opposition ou bien qu'aux acteurs politiques de l'opposition. Et il a dit quelque chose, il dit, il faut que ça commence quelque part. Et si c'est par là que ça commence, c'est heureux. Alors s'il a reconnu que ça a commencé quelque part, que ça a commencé avec l'opposition, on aurait voulu qu'après son émission, que la lutte commence aussi dans l'autre camp. Parce que les dossiers de la nation sont nombreux, tout le monde les connaît. Mais après son intervention, son interview à la télévision, on a constaté que la lutte, la levée de l'immunité qui a été demandée quelques jours plus tard, ne concerne que des députés de l'opposition. Et là, permettez-nous quand même à tout homme de bon sens, qu'il soit de l'opposition ou pas, se dire quand même que cette lutte qui se fait, je ne parle pas de chasse aux sorcières ou bien à la sorcière, non, parce que le thème n'est pas, à mon avis, adéquat. Mais on remarque seulement que c'est une lutte sectaire. Une lutte qui se fait concernant juste un camp et qu'à ce jour, on ne commence pas encore par lutter contre la corruption. Ce n'est pas de la corruption qu'on lutte. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on fait un règlement de compte ou bien on fait des actions politiques à des buts électoralistes ou bien à des buts politiques de manière circonstancielle. Parce que si c'est lutter contre la corruption, je pense que le mal est assez profond et assez grand qu'il faudra trouver d'autres mécanismes. Peut-être qu'au cours du débat, on en parlera. Je donnerai, à mon avis, les manières par lesquelles il faut lutter contre la corruption au Bénin. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, et ce n'est pas une question du chef de l'État, Patrice Talon. Tous les régimes qui ont succédé depuis 1990 n'ont jamais lutté contre la corruption. Les gens se sont attaqués au phénomène de manière superficielle. Alors que c'est une gangrène qui
a fait plus de victimes, je dirais, que le génocide qu'il y a eu au Rwanda. Parce que 1 milliard volé dans un pays, c'est des milliers de personnes qui en souffrent. 1 milliard volé, ça pourrait peut-être aider un hôpital à avoir l'équipement pour pouvoir mieux soigner les populations. Et on aurait peut-être évité des morts. Et si on peut faire le bilan de 90 à ce jour, de ce que la corruption a coûté au Bénin, je pense que le crime est grand. Et pour lutter contre le crime, il faut trouver des solutions durables, des solutions profondes, des solutions structurelles et non des solutions conjoncturelles. Mais tous les régimes ont toujours trouvé des solutions structurelles et conjoncturelles. Et ce n'est pas en s'attaquant à un problème aussi grand, aussi profond, pas des solutions conjoncturelles qu'on arrivera à trouver la solution. Je pense qu'aujourd'hui, comme hier, on n'est pas encore en train de lutter contre la corruption, on est en train de faire des actions de surface qui d'ici quelques jours vont se révéler être inefficaces et on va toujours se retrouver dans la même gangrène et ça va se perpétuer et ça va tuer. Frédéric Bianzin, vous avez suivi l'intervention de Laurent Delors-Faton. Quelle est, votre lecture de ces différentes procédures judiciaires? Merci, monsieur le journaliste. Déjà, je remercie le docteur Faton pour avoir reconnu ce que constitue le danger que constitue donc la corruption. Mais en vérité, c'est quoi? Quand on dit corruption, on parle de corruption lorsqu'il y a de la gabegie, lorsqu'il y a de la mauvaise gouvernance, lorsqu'il y a de népotisme, lorsqu'il y a de favoritisme. Alors, quand nous voulons donc, et autres, et lorsque nous voulons donc aborder ce sujet, on ne peut que s'attaquer à ceux qui ont eu à exercer une parcelle de pouvoir, qui ont eu à travailler, qui ont été des directeurs de société, qui ont été des ministres de la République. Mais des députés au Parlement ne sont pas dans les exécutifs. On ne peut pas tout de suite, lorsque nous citons ce que constitue la corruption, les branches qui font du fléau corruption, donc un danger qui verrouille le développement donc, de toutes les nations, on ne peut que s'attaquer à ceux qui ont eu des exercices de pouvoir et qui ont eu à l'exercer. Et c'est dans cette optique-là qu'on ne peut que, lorsque le combat doit être un combat sérieux, on ne peut que s'attaquer à ceux qui ont eu à exercer donc, une parcelle de pouvoir. Donc jamais, le chef de l'État n'avait jamais reconnu, au cours de son dernier discours lors de la célébration des 58 ans de la cession du Bénin à l'indépendance, qu'il ne s'agit que des opposants. Non, mais il a dit aux journalistes, ça c'est, il a utilisé l'esprit socratique en demandant aux journalistes, si c'est ce que vous dites, alors c'est alors donc une pure coïncidence. Et ceux qui aujourd'hui, même de la mouvance, qui ne sont pas encore interpellés, qui ne sont pas encore, dont les dossiers n'ont pas encore certainement donc, été instruits, qu'ils sachent qu'un jour, ils en répondront. Ça, c'est l'expression d'un chef. Et qui nous parlons comme ça aujourd'hui? Que disons-nous de la présence du directeur ou l'ancien ministre qui aujourd'hui coupisse en prison? Je parle donc de l'ex-DG de CNCB, Dayori. Vous connaissez bien ce que Dayori constitue dans l'élection du président de la République. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres parce qu'ils n'ont pas été ministres ou ils n'ont pas été députés. On ne veut pas les citer, qui croupissent. Dans l'affaire Ségub, par exemple, je connais des gens qui avaient même vendu des auberges, leurs propres auberges, pour battre campagne au président Talon, mais qui s'étaient retrouvés en prison dans le cas donc de Ségub Gate. C'est pour vous dire que lorsque nous sommes d'un côté ou d'un autre, nous allons avoir à nous exprimer selon notre tendance, mais attaquons véritablement donc le sujet pour qu'une fois, nous puissions donc aller au bout, pour que l'animal féroce qui est déjà atteint puisse donc connaître la mort. Voilà, d'accord. Laurentine Adofo Davo, vous, votre avis dans tout ça? Je suis d'abord très heureuse de me retrouver devant des jeunes, surtout devant le docteur Faton, qui a fait une analyse très appréciable. Mais je voudrais dire que devant l'opinion publique, il faudrait que nous évitions un certain nombre de choses. Quand à chaque fois j'entends dire c'est les gens de l'opposition, c'est les gens de l'opposition, je vous dis non. Et je suis aussi heureuse qu'il ait reconnu quelque part que la corruption aujourd'hui et depuis toujours a presque tué le pays. Mais je voudrais demander, est-ce que l'opposition reconnaît en son sein
que d'ailleurs les plus mis en prison aujourd'hui, que c'est les proches du président. Mais tout ne se dit pas au dehors, tout n'est pas établi comme on l'entend. Et là, je peux vous affirmer que moi personnellement, je connais un très proche du président de la République qui tout au long de la campagne, jusqu'à la centralisation des résultats, était là. Il s'est beaucoup battu pour l'arrivée de son Excellence Patrice Talon au pouvoir. Et c'est un cadre influent d'un ministère, mais il a été très, très facilement incarcéré. Et je suis allée personnellement le saluer en prison. C'est des choses qu'on ne dit pas. Et il faut reconnaître aussi que ce que nous appelons la levée d'immunité parlementaire n'est pas demandé par la mouvance ni par le président de la République, mais c'est demandé par le procureur de la République. Et c'est la seule instance que nous devons attendre. Déjà, c'est des dossiers qui sont déjà devant la justice. Et je me demande pourquoi à chaque fois nous parlons de chasse aux sorcières. Je voudrais revenir pour dire que nous n'allons pas oublier que tous les régimes, surtout le régime défunt, le régime de son Excellence Boni Yayi, il a fait trop de ministres, trop de dirigeants. Et là, devant moi, personne ne peut nier qu'il n'y a pas eu de désordre. Appelons le nom seulement par le mot désordre. Et nous devons normalement nous calmer. Que ces gens, que ces cadres aillent laver leur honorabilité. Nous les appelons des honorables députés. Et ils ne sont pas les seuls. Aujourd'hui, même autour du président de la République, tout le monde a peur. Et chacun se méfie. Et ça va vous rattraper, quel que soit le nombre d'années que vous aurez à faire sur cette terre. Ça va rattraper vos enfants. Ça va rattraper vos parents. Et on a besoin de ça aujourd'hui. Je dis, c'est même bien qu'on commence par le camp d'hier. Parce que le camp d'hier, excusez-moi, le camp d'hier, nous n'allons pas nous mentir. Je suis restée dans ce camp, je connais ce camp, je suis venue un peu tard, mais je sais ce qui s'est passé. Si aujourd'hui on se met réellement à vouloir dénicher, mais c'est les jeunes qui seront les premiers à se jeter sur eux. Je voudrais alors demander que nous mettions la balle à terre et que nous nous asseyions pour accompagner quelque peu ce régime. Quand bien même ce n'est pas ce qu'on aurait souhaité, quand bien même c'est sectaire. Mais il faut commencer de quelque part. Donc c'est sectaire? C'est lui qui reconnaît que c'est sectaire. Si c'est sectaire, lui dit que c'est sectaire. Mais je viens d'expliquer que ce n'est pas sectaire parce que j'ai commencé par un exemple palpable. Si c'était sectaire, ce monsieur dont je parle ne serait pas incarcéré. D'accord. C'est pourquoi ce n'est pas sectaire. Mais si eux, ils reconnaissent, si l'opposition reconnaît que c'est sectaire, mais allons-y. Si on finit avec eux, alors on viendra vers nous. Mais à partir du moment où on le fait dans les deux camps, mais cessons quand même un peu de montrer à l'opinion publique que ça ne va pas, on prend un camp. Non, je ne crois pas. Et je voudrais qu'on aille tout doucement parce que le Bénin est un et indivisible. Et il faut qu'on change. Nous n'allons pas rester figés. Le monde est changeant. C'est ce que j'aurais à apporter. Laurent Delors-Faton, tout à l'heure dans son intervention, Frédéric Bianzin disait que il faut, si on veut évaluer la gestion, il faut aller vers ceux qui ont déjà eu le pouvoir en main, c'est-à-dire les ministres précédents, peut-être même d'autres composantes de l'exécutif qui sont déjà passés au pouvoir. C'est vers eux qu'il faudrait aller, pas ceux de maintenant. On parle actuellement de la procédure judiciaire contre des anciens ministres du gouvernement du président Boni Yayi. Est-ce que vous, qui estimez que c'est sectaire, que c'est une lutte ciblée, est-ce que vous niez quand même leur responsabilité dans les faits qui leur sont reprochés? Peut-être on va tout à l'heure étudier cas par cas, personnalité par personnalité. Mais est-ce que c'est dire que, bon, comme ils sont de l'opposition, on ne va plus du tout les juger? Je ne suis pas la justice et je ne suis pas les mises en cause. Et je ne peux pas juger de leur culpabilité ou pas. Et si quelqu'un parmi eux est coupable d'un crime ou bien d'une corruption, il devra en répondre. C'est-à-dire que Mais où est le problème? Mon argumentaire ne tient pas à des personnes. D'accord. Mon argumentaire tient à un fait. J'ai précisé,
Si vous avez de la mémoire, nous sommes jeunes, vous et moi, nous n'étions pas encore nés quand l'affaire Kovas a commencé au Bénin. C'est le plus grand scandale de corruption que le Bénin a connu dans les années 60. Et quand ce phénomène a voulu lutter contre, c'était l'ancien président de la République, M. Soglo, qui a été chargé de conduire les enquêtes. Vous avez vu passé quand il a commencé, on s'est rendu compte que des personnalités à un niveau élevé étaient dans le dossier a été noyé. Et à ce jour, personne n'a élucidé ce dossier. Et c'est le premier scandale de la corruption que le Bénin avait connu. Ça tournait autour de 35 millions. Mais plus tard, quand on a commencé, et on n'a pas résolu ce premier problème, on n'a pas cherché à savoir, mais pourquoi on est arrivé quand on a voulu avoir le plus grand dossier de scandale, et c'était sous la démocratie, le président Mathieu Kérékou a créé la modernisation de la vie publique avec Anne Sika. Mais cette cellule a donné quel résultat? Après que cette cellule ait travaillé à la fin du régime, on a constaté 70 milliards de scandales. Mais après 70 milliards de scandales, personne n'a jamais décidé sur ce dossier. On a fait des luttes, je dirais, sectaires sous le régime du président Boni Yayi. Et quand ces luttes ont commencé, M. Frédéric Béhanzin était de ceux qui avaient soutenu cette lutte. Il était ceux qui ont encouragé le chef d'État dans le temps à dire que c'était la bonne lutte. Et ils étaient d'accord que lui qui faisait la bonne lutte, ils ont marché dans ce pays. Mais après vos marches, après ce que vous avez fait, qu'est-ce que la corruption est devenue? Je pense que de 70 milliards, on est allé à des milliards plus supérieurs. Si on devait faire le bilan de ce qui s'est passé sur le régime de Boni Yayi, les scandales sont devenus plus grands. Et pourquoi, malgré sa volonté, malgré son ambition de lutter contre la corruption, il n'a pas réussi? Et aujourd'hui, on est encore sur notre régime et les mêmes procédures ont commencé. Et tout le monde commence par applaudir le chef d'État pour dire que c'est bon. Mais je dis, mais il faut qu'on arrête un jour. Aucun président de la République, de Kérékou, de Soglo à Boni Yayi et à Fatih Talon ne s'est jamais attaqué réellement au problème de la corruption. Les gens s'attaquent au problème de la corruption de manière superficielle. Ils disent, mon opposition, ce n'est pas une opposition à Fatih Talon. Je m'oppose à ce qui se passe dans ce pays parce que ce pays se comporte mal. Le vrai problème. Il faut alors qu'on commence quelque part, comme ils l'ont dit. C'est pas commencer quelque part, c'est là où le piège se situe. J'étais heureux quand M. Bénin disait tout à l'heure qu'il faut larguer les branches. Il n'est pas question d'une branche. C'est une question d'un arbre qu'il faut déraciner complètement. Et tant qu'on n'aura pas déraciné, toute lutte qu'on fera sur les luttes partielles et qui n'aboutiront à rien. Alors, cet arbre-là, c'est qui? C'est tout le gouvernement précédent? Pas tout le gouvernement. Tout le monde, y compris le président Boni Yayi? Vous savez, quand on parle des dossiers, on parle de l'ancien régime, mais à 80%, ceux qui sont avec le président Boni Yayi et Fatih Talon aujourd'hui, on gouverne avec le président Boni Yayi. Et ils sont à 80% coupables d'une corruption ou d'une autre. Qu'on le veuille ou pas, parce qu'on connaît les noms, qu'on les dossiers de la nation. Mais pourquoi, quand on a voulu commencer cette lutte-là, on n'a pas commencé avec ceux qui sont là, les dossiers les plus probants, les plus criards que tout le monde connaissait? Quand même, on connaît les dossiers qu'on connaît. Aujourd'hui, tout le monde parle du scandale de Maria Grita. Pourquoi on n'en parle pas? On sait que c'est 45 milliards. Tout le monde parlait de ce pays. Il y a un temps, on a soulevé le scandale du siège de l'Assemblée. Pourquoi aujourd'hui on n'en parle plus? Parce que ça a été ventilé, on n'en parle plus. Et je suis heureux qu'il m'ait dit que ce n'est pas seulement les gens de l'opposition qui sont poursuivis aujourd'hui. Mais pourquoi ceux dont vous parlez là, la communication ne se passe pas autour d'eux? Pourquoi ne communique pas autour de ceux dont vous parlez et qui sont aussi de la mouvance, qui sont culpabilisés? On n'en parle pas, mais quand il s'agit de ceux de l'opposition, il y a une campagne médiatique forte qui s'ouvre. C'est-à-dire que si vous voulez nous montrer que vous êtes crédible et que la lutte n'est pas une lutte parcellaire, elle n'est pas une lutte ciblée, on devrait aussi nous faire sortir ceux dont on parle. Pour que le peuple public national et international connaître le dossier. Ce dont vous parlez, moi, je n'en connais pas. Et tant que je n'en connaîtrais pas, je dirais que votre lutte est sectaire. Et même si je connaissais, et que ce n'est pas tout le dossier, parce que, vous savez, pour lutter contre la corruption au Bénin, je pense qu'il faudra qu'on trouve un autre mécanisme. Parce que, qu'il vous souvienne, Anne Sika était d'une volonté inouïe. Elle s'est pratiquement tuée pour cette lutte, mais elle n'a eu aucun résultat. Vous pensez que le président Boni Yayi, en 2007, quand il marchait, c'était pour des plaisanteries? Il ne marchait pas parce qu'il présentait. Il marchait parce qu'il savait que lui-même en avait conscience, après un an de gouvernance, que la corruption était un problème. C'était hydre pour le pays. Et qu'il faut trouver une solution. Mais il a commencé, et c'est les cadres de Béninois. C'est parce que M. Béhanzin, je suis heureux d'être en face de lui, il était parmi ceux qui étaient les plus grands laudateurs. Personne ne m'a vu louanger Boni Yayi sur son régime. Je ne l'ai jamais louangé. Et je ne l'ai jamais applaudi, pourquoi que ce soit. Parce que toutes les fois qu'il y avait un problème, je sortais, même si en ce moment elle n'était pas plus visible, je sortais et dénonçais. Parce que je disais dans le temps que la lutte qu'on a menée, elle n'était pas la bonne lutte. Elle ne permettait pas d'avoir les solutions idoines. Et aujourd'hui, quand vous voulez lutter contre un phénomène et que vous laissez la grande partie émerger, ceux qui ont volé dans ce pays, si le mot est fort, mais ceux qui ont quand même été coupables de certaines corruptions dans ce pays, on les connaît, ils sont là.
Et la grande majorité vit, applaudit le chef de l'État tous les jours, dit qu'ils sont avec lui. Et la minorité, cette petite minorité qui ne reprend plus rien et qui aujourd'hui n'est plus au pouvoir, parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, et qui hier étaient au pouvoir et ont profité du système, ils sont encore là, ils profitent encore du système. Ça veut dire qu'on protège certains qui ont profité, qui continuent de s'enrichir sur le dos de l'État, de continuer la corruption. Parce que vous savez, si de 2007 à 2016, la corruption a augmenté, alors que le chef d'État avait une volonté, ne vous leurrez pas, après la fin du régime de Patrice Talon, on aura les scandales. Et aujourd'hui, les scandales ont déjà commencé par fuiter, un peu dans l'opinion publique. Et je me dis, tant qu'on ne va pas s'asseoir autour d'une table pour faire le débat de la corruption, il faut qu'on fasse un débat national sérieux pour qu'on dise qu'est-ce qui se passe réellement, pour que depuis 1972, que l'affaire Kowa s'est commencée, d'année en année, la corruption augmente en volume. Et les milliards, avant c'était des millions, et aussi des milliards n'est plus à compter. Je vous affirme tout. D'accord. Frédéric Bianzin, vous avez écouté Laurent Delors-Fato. Il vous a interpellé quelques fois. Qu'avez-vous à lui répondre? Je ne vais pas lui répondre, mais je vais parler pour éclairer l'opinion publique. D'accord. Je crois que oui, le Bénin avait connu la cellule de la moralisation de la vie publique. Oui, le Bénin avait connu l'expression « faire rendre gorge ». Oui, le Bénin avait connu la marche verte. Mais pendant les 10 ans, il y a un seul mal qui a donné du plomb dans les ailes de la lutte contre la corruption que le président Boni Yayi avait engagée. C'était lui-même. La peur d'être impopulaire. Et nous savons de quoi nous parlons. Il suffit qu'il engage, il introduise un dossier et que tout de suite avec les réactions, le chef de l'État rebrousse le chemin. Qu'il vous souvienne l'affaire Sensad, qu'il souvienne l'affaire ICC Service. C'est lui-même qui enclenche le processus, mais du coup, comment pouvez-vous comprendre qu'on introduise une demande de levée d'immunité d'un député et que tout de suite, c'est le gouvernement et les députés qui organisent toute une nuit blanche pour donc sauver quelqu'un donc, de cette affaire le lendemain, pour ne plus voter et pour empêcher la levée de cette immunité. Pourtant, vous ne l'aviez jamais dit ainsi. Non, je vais vous dire, calmez-vous. Oui. Moi, Frédéric Bianzin, si nous devons nous mettre à donner, à déballer des choses, nous allons mettre la République en difficulté. Et posez-vous la question de savoir, Frédéric Bianzin avait connu à un bon moment un garde de corps rapproché. Alors que je ne suis ni élu, je ne suis ni nommé. On a juste exercé une violence sur moi un jour, un lundi à 14h. Et à 17h, le directeur des renseignements m'appelle pour dire que je suis en danger de mort. Le lendemain, à 9h, on met un garde-corps à ma disposition sans que je n'en avais fait la demande. Allez-y comprendre beaucoup de choses. Allez-y comprendre que nous ayons participé à la gestion d'un agrément de la République que tout le monde appelle MAN, les MAN du port. Ça, c'est la fortune. Et que c'est d'autres personnes qui géraient à notre place, et d'autres personnes qui signaient même le compte de l'entreprise à notre place, et que nous-mêmes, nous avons été pratiquement considérés comme un fonctionnaire de cette entreprise que nous avons créée par notre propre soin. Une entreprise privée, au droit privé, mais gérée sur instruction par d'autres. Vous voyez, il y a trop de choses que nous ne pouvons pas dire, au risque de mettre la République en danger. Mais tout ce que nous savons, ceux qui sont là, il y a des sujets sur lesquels moi j'avais refusé d'opiner. Quand vous prenez par exemple ICC Service, j'avais refusé quand on avait attaqué le ministre Zizi Lokwe. Allez, vous pouvez lui poser la question. J'étais le seul communicateur en son temps qui a dit je ne communique pas sur ce sujet. Ça m'a coûté tout ce que ça pourrait me coûter, mais je l'ai assumé. Parce qu'il y a des réalités qui sont là toutes faites. Alors, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que la peur d'être impopulaire, qui a été le point central, donc de l'échec de quelques pans de la gestion du président, je ne vais pas dire, ce serait très arrogant, voire ingrat, de dire que le président Yayi Boni n'a rien réussi. Non, jamais. Il a beaucoup fait. Mais vous savez, il peut arriver une femme très excellente, peu ça dans le lit, à la cuisine, dans la gestion quotidienne donc, de son foyer. Il suffit qu'elle fasse un petit faux pas, peut-être donc dans l'infidélité, pour qu'on trouve que c'est une mauvaise femme.
Donc, je vous dis, le président Boni Yayi avait la peur d'être impopulaire et ce qui a conduit tout à l'échec. Vous ne pouvez pas, pendant que vous voulez favoriser donc des gens qui n'ont pas travaillé, à qui vous imposez à une entreprise de lui donner de l'argent, et que c'est ceux-là qui ne travaillent même pas dans votre entreprise ont la gestion de votre compte bancaire. C'est le favoritisme. Et pendant ce temps, vous dites que vous luttez contre la corruption. Ce dont vous parlez, c'est quoi exactement? Toute lutte contre la corruption qui n'est pas entretenue et gérée du sommet de l'État, ça doit être un engagement personnel de l'élu du peuple. Seul le président de la République peut encadrer et réussir ce combat dans toutes les nations. Mais pourquoi a-t-il l'impression qu'on a commencé par ceux qui soutiennent le pouvoir? Il estime même que des gens sont cités dans des affaires de détournement, de scandale, mais qui soutiennent aujourd'hui le chef de l'État et dont on ne parle pas dans les actions de lutte contre la corruption. Non, ce n'est pas ce que le docteur avait dit. Le docteur avait dit qu'il y a des gens qui sont autour du chef de l'État aujourd'hui, qui avaient gouverné quand même, qui étaient coupables de faits de malversation. Et vous voyez, tous ceux dont on lève l'immunité, les députés dont on parle de la levée d'immunité aujourd'hui, ou des ministres dont les dossiers seront introduits dès demain, et comprenez que ce n'est pas des gens qui sont déjà coupables. Ils bénéficient de la présomption d'innocence. D'accord. Et depuis qu'on a levé l'immunité de ces députés, ils n'ont pas été emprisonnés jusque-là. Ils n'ont pas été arrêtés. Donc, c'est une procédure. C'est tout un processus. Et il faut qu'on cesse donc d'influencer, de chercher à influencer le combat. Moi, j'ai aimé une phrase du chef de l'État qui dit que la lutte sera faite sans état d'âme. Il faut que les amis, nos frères d'en face, saisissent ce bout, ces quelques mots, pour comprendre que si même il y a des gens qui sont au gouvernement aujourd'hui et qui sont tapis dans l'ombre et qui ont des dossiers pour lesquels ils doivent se justifier ou doivent justifier quelque chose, le moment viendra où ils vont répondre. C'est clair, le chef de l'État, il n'a pas mâché ses mots, il a été trop clair. Bien sûr. Voilà. Alors, Laurentine Adossou, d'abord, est-ce que vous avez le sentiment que effectivement la lutte se mène actuellement sans état d'âme, ou c'est à venir cet état d'âme-là, qui ne sera pas forcément employé par le chef de l'État? Est-ce que c'est dans le futur ou bien c'est déjà dans le présent? Est-ce que vous ne voyez pas un président de la République qui est venu au pouvoir avec une vision? Et il faut comprendre que le président de la République n'est pas venu de l'extérieur. C'est un Béninois qui a toujours passé tout son temps au Bénin. Et comprenons qu'il nous connaît et qu'on se connaît. J'apprécie beaucoup l'analyse du docteur Faton. C'est pertinent, mais je voudrais quand même revenir là-dessus. Quand vous venez au pouvoir et qu'il y a un parlement, parce que dans ce parlement, les gens ont fauté. Je vais me lever de moi-même pour dire, videz-moi tout cela et reprenez-moi d'autres personnes, ça ne se fait pas. Et aujourd'hui, le président dit, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de frères. Mais patientez qu'il commence de son camp ou de l'autre camp, ce n'est pas là le problème. Aujourd'hui, tout se passe sans état d'âme. Nous sommes aujourd'hui dans un terrain, sur un territoire où tu tombes, on te prend. Ça, il faut le reconnaître et il faut le prendre comme ça. Quand il n'y a pas un ministre qui, hier, du régime défunt, va se planter devant moi, Laurentine, et va jurer pour dire, moi, je n'ai jamais pris un pot de vin, il n'y en a pas. On ne peut même pas me demander. Non, je le dis, je le soutiens. Il n'y en a pas. Ce que vous dites est assez sérieux et grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que tout se passe devant nous. Je vais vous donner un petit exemple. Oui. Rentrez dans Cotonou aujourd'hui. Faites un petit sondage. Commencez par demander un peu les immeubles. Allez dans Anconville. Regardez un peu. Demandez à voir les fiches de paie de ces gens. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé tous ces sous? Des immeubles qui sortent de la terre comme je ne peux même pas l'expliquer. Et aujourd'hui, on nous demande de laisser d'abord ceux-là et d'aller chercher dans son cas. Le président doit faire avec les deux. Vous parlez de Maria Greta. Si Maria Greta vient de quelqu'un qui est proche de lui, il va répondre de ses actes. Ça, je vous le confirme. La personne va répondre, qu'il soit député, qu'il soit ministre, il va répondre. Donc, patientons, mettons-nous un peu dans la peau de quelqu'un qui veut commencer de quelque part. Et je voudrais ajouter pour dire, quand M. Faton me dit que lui, qu'il ne s'attaque pas à une personne,
je dis aujourd'hui au Bénin, nous attaquons à la personne de Patrice Talon. Ayons le courage de le dire. On a l'impression qu'il vient en vengeance, qu'il attaque. Mais il faut parler, il faut travailler, il faut être avec ce monsieur pour comprendre qu'il écoute. C'est rare d'échanger avec un président qui parle et vous allez dire, Excellence, Monsieur le Président, on ne peut pas le faire si. Il vous écoute. Tu apportes ton argumentaire et les autres lui, il n'ont pas appuie. cette impression. Mais non, mais ils n'ont pas cette impression, ils ne peuvent pas l'avoir parce que quand on nous demande de communiquer autour de tout cela qu'on amène à... Non, mais est-ce qu'il y a une communication outre que ce qu'on est en train de faire? Le seul fait de dire que je n'ai pas d'amis et il faut commencer de quelque part, mais c'est déjà profond. Mais normalement, on doit se lever aujourd'hui pour dire, pour reconnaître que à l'heure où nous sommes, le Bénin meurt de ses fils. Le Bénin meurt de ses enfants qui le tuent. Ça, il faut le reconnaître. Tu as parlé, tu as donné un exemple de 2 milliards. Comment on peut se lever et détourner 1 milliard de francs? Des gens qui n'ont jamais écrit, qui n'ont jamais déposé « j'ai l'honneur » dans ce pays. Mais vous voyez, c'est des hôtels, c'est des maisons. Au moment où vous, jeunes, vous souffrez, vous sortez avec des diplômes, on ne vous trouve pas à faire. Et aujourd'hui, tous les jeunes courent vers la politique. On ne cherche même plus à travailler. On se dit que c'est dans la politique qu'on est à l'aise. C'est avec la politique qu'on vit mieux. Mais ce n'est pas bon. Moi, je dis et je persiste qu'il soit de l'autre camp ou de ce camp. Et je voudrais même qu'on vide d'ailleurs l'autre camp. Pour moi, j'aurais souhaité qu'on vide d'abord le camp des faits. D'accord. En 10 ans, ce qui s'est passé, ça ne s'est jamais... on risque de ne pas toucher ceux qui sont du gouvernement. Quelqu'un d'autre alors viendra les toucher, si c'est ce que vous voulez. Très bien. Laurent Delors-Faton. Vous voyez que ce pays a un problème sérieux et c'est à cause des acteurs politiques qui ne pensent qu'à eux et à eux seuls que nous avons tout ce problème que nous avons. Vous voyez, mes deux vis-à-vis m'étonnent et me surprennent malheureusement. Comment comprenez-vous qu'aujourd'hui, personne ne trouve à dire au chef de l'État que ce qu'il fait est mauvais? Et que personne ne trouve rien à lui reprocher. Et quand il dit que c'est bon, tout le monde dit que c'est bon. Et mes deux vis-à-vis me disent que c'est bon. Tel qu'il fait la lutte, c'est une bonne lutte. Il n'a pas état d'âme. Mais vous savez, on n'a pas lui un monstre. On a lui un homme. Et un homme a de cœur. Un homme ne peut pas vivre sans amis. Quand cette dame me dit qu'il n'a pas d'amis, c'est pas normal. C'est comme si vous ne m'avez pas suivi. Je vous ai bien suivi. Non, tout à l'heure, j'ai bien dit que vous parlez avec le chef de l'État, qu'il vous laisse même jusqu'à lui dire, Monsieur l'Excellence, nous ne pouvons pas faire sinon. Donc ça ne veut pas dire qu'on applaudit. Je n'ai pas besoin de parler avec lui. Oui, non, il faut que je m'en tiens seulement à ce que le chef de l'État lui-même m'a dit, ce que vous avez dit. Cette lutte-là, c'est un état d'âme. On veut lutter contre qui? Contre les Béninois. On veut lutter pour le Bénin. Et je vais vous dire une chose, si on veut commencer... Contre le fléau, non contre le Bénin. Non, on veut lutter pour le Bénin. On fait une lutte pour le Bénin, mais contre un phénomène. Oui. Contre un crime, je dirais. Oui, merci bien. Et tel que le crime s'est structuré depuis 60 ans, si on va lutter contre ce crime, je vous affirme tout le monde ira en prison. Je vais vous donner une anecdote. Alors, face à ça, on fait quoi? On laisse tout le monde? Je vais vous donner une anecdote. En 2007-2008, il y avait une affaire de groupe électrogène qui avait surgi au niveau national. Et puis on parlait de l'ancien ministre Kamal Fatassi, ancien ministre Kamal Fatassi. Vous savez, à Porte-Nouveau, il se plaisait à dire quelque chose. Il disait personne ne l'arrêterait. Il était sûr. Et quand on lui pose la question, il dit, mais vous savez, si on doit m'arrêter, on va arrêter aussi le chef de l'État. Il le disait allègrement, parce qu'il disait que le chef de l'État était le président de la BOAD au moment où les groupes ont été achetés et que c'est la BOAD qui avait tout guidé. Et vous savez, cette lutte n'a pas abouti. Parce que ça devait aboutir, ce qu'il disait dans ses causeries était que le chef de l'État, son nom sortirait aussi dans le dossier. Aujourd'hui, un dossier sur lequel tout le monde connaît, quand on dit au Bénin, si on va poser ce dossier-là, on verra le nom du chef de l'État actuel. Et en 70, en 75, quand on a voulu lutter contre l'affaire Kovas, on avait dit si on poursuivait l'affaire Kovas, on trouverait le général Mathieu Kérékou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde est plongé. Et toute la génération qui nous a précédé, nous, elle est plongée. C'est-à-dire que si on doit lutter contre la corruption au Bénin, tel qu'on l'aurait voulu pour lutter contre le mal, on emprisonnait tout le monde. Et le Bénin serait devenu une prison. Dans ce cas, il faut trouver un autre mécanisme. Parce que quand vous dites, vous dites que quand notre chef d'État viendra, il va faire la lutte, ça veut dire qu'on n'en finirait jamais. Non, mais l'État est une continuité. C'est dans ce sens que je parle. Il n'y a pas de corruption zéro mais dans une nation. Le drame est que la minorité aujourd'hui représente un groupuscule. Et la majorité reprend la grande masse. Ça veut dire qu'on va seulement s'attaquer à la petite minuscule, à la petite portion et laisser la grande masse qui va prospérer. Et d'ici 5 ans, mais d'ici 2 ans ou 3 ans, cette grande masse va s'agrandir parce que dans le régime actuel, les gens font la corruption déjà.
Il y a des dossiers qui sont connus. En quoi faisant? Je n'ai pas besoin de vous les citer, mais il y a des dossiers que nous Oui, connaissons. mais il faut les nommer. mais si vous ne le dites pas, les Je téléspectateurs vous dirai alors qui deux regardent. choses simplement. Oui. D'accord. La dernière fois, je disais sur un plateau, il faut la démocratie, c'est la transparence, c'est l'information. Je veux simplement que le gouvernement en place nous donne des informations sur 3 dossiers. Le mécanisme par lequel aujourd'hui on nous fournit de l'énergie, qu'on nous donne la traçabilité, qu'on sache quels sont les contrats qui lient l'État béninois avec les structures qui nous donnent l'énergie aujourd'hui, qu'on nous soit clair. Et qu'on nous dise l'affaire aujourd'hui de leasing. Parce que c'est les dossiers qui sont là dont on parle. Et qu'on nous sorte le dossier de Safran, les grands dossiers de la nation qui ont été ficelés, les grands projets, que l'État nous donne la traçabilité de l'information. Et vous allez voir, quand on aura les informations sur ces dossiers, vous allez constater que parmi ces dossiers, il y aura encore de scandales. Très bien. Alors, Pour dire quoi? en attendant Pour dire qu'il réponde à ces différents dossiers, puisqu'il a pris Ils ne l'autre, pourront pas y répondre parce qu'il n'y a pas voudrais- d'informations qu'il faut pour y répondre. Vous n'avez pas encore pris le temps de l'écouter. Alors, il faut qu'on revienne tout de même, quand même, à l'essentiel de ce sujet-là. Nous allons prendre peut-être le ministre Djenotin, qui est visé par cette procédure, et également le ministre Komi Kouché, qui sont visés par cette procédure judiciaire pour répondre de malversations financières dans la gestion de la filière coton de la période de 2013 à 2016. Vous savez, le ministre Valentin Agosso Djenotin, qui était ministre de la Justice et président de la commission à la centrale d'achat des intrants coton. Et Komi Kouché, qui était ministre de l'économie et des finances à l'époque, également aussi se retrouve à vouloir répondre désormais à une autre procédure de détention de liquide à la maison. On parle de 700 millions de nos francs CFA qu'il détenait chez lui. Lorsque vous prenez ces deux affaires, c'est anodin, on devait laisser passer ça? Je ne voudrais pas épiloguer sur le dossier du ministre Komi Kouché, parce qu'il n'est pas au pays et il ne communique pas assez sur ce dossier. Il est béninois tout de même. Non, il n'est pas au pays, il ne communique pas assez sur ce dossier pour qu'on puisse savoir ce qu'il en est réellement. Mais au moins, on sait quand même que le ministre Djenotin communique. Il parle du dossier qui le concerne, il est là, on le suit. Et j'ai la chance quand même de discuter avec lui de temps en temps. Mais que Komi Kouché soit au pays ou pas, il est visé par la Non, procédure judiciaire. c'est pour ça dire que je n'ai pas les informations contradictoires de son côté pour pouvoir en parler. Oui, S'il était allez-y. là, qu'il se communiquait, on en parlerait bien. Mais au moins, Djenotin est là et il parle. Affaire Djenotin, qu'il soit coupable ou pas coupable, la procédure judiciaire nous permettra. Mais quand on parle d'affaire Djenotin, le ministre de tutelle de l'agriculture, les ministres de tutelle de l'agriculture, qui ont été les ministres exécutants, parce que on parlait du coton. Les ministres De la Sonapra. c'est le ministre de l'agriculture Ou qui est d'ailleurs, le le ministre de directeur de tutelle. l'époque, Idrissou Bako, a également. Très bien. Euh, Mais qui était le ministre de tutelle dans ce temps? Parce que Idrissou Bako était nommé par un ministre. C'est le ministre de l'Agriculture qui gère. Pourquoi on poursuit Djenotin? Pourquoi on poursuit Bako et qu'on laisse celui qui était le ministre de la Justice à l'époque? Si on veut faire une lutte et qu'on veut faire une lutte, parce que c'est un dossier. Vous savez, quand chez nous, ou bien même en procédure pénale, quand il y a un crime, on arrête les acteurs et les co-acteurs. C'est ça qu'on fait, non? On arrête tout le monde. Les acteurs, les co-acteurs, on arrête tout le monde. Mais pourquoi on veut poursuivre un dossier et qu'on s'intéresse à une partie d'acteurs et on laisse l'autre partie d'acteurs? Alors que la procédure demande qu'on poursuive et les acteurs et les co-acteurs. Ça veut dire que ce dossier, si on veut faire une lutte partielle, Oui. une lutte sans merci et sans état d'âme comme le chef de l'État, je veux simplement que tous ceux qui sont impliqués, que le ministre qui était le président de la commission interministérielle, Djenotin, réponde. Mais que celui qui a dirigé la Sonapra réponde, mais que le ministre de l'Agriculture, de l'époque aussi, réponde. D'accord. Si on ne l'envoie pas à l'Assemblée, qu'on ne demande pas sa poursuite, ça veut dire qu'on ne fait pas une lutte. Et ce dossier simplement montrera que lutte contre la corruption. Parce que Très pour lutter contre la corruption, il faut que le dossier soit vidé et entièrement vidé. D'accord, Frédéric Non, Gazin. merci beaucoup. On dit pourquoi Djenotin, Komi Kouché, Bako, sans dessous. C'est ça, hein? Oui. La justice fonctionne comme ça. Elle n'a jamais fonctionné comme ça. Attendez, je vais vous dire. Dans le cas de Segub Gate, et quand je prends la structure que j'avais dirigée, groupe entreprise, port et services, dont j'étais l'administrateur principal, il y a beaucoup d'autres qui m'ont suivi dans la gestion. Vous me direz que Je le vous dossier en a été prie, vidé. je vous en prie, Il je vous s'est en fait prie, je pour vous en écouter prie. tout à Je vous l'heure. en prie. Vous allez faire pareil. Je vous en prie. Oui. J'ai été le seul. Et c'est au cours de l'audition, au cours donc des enquêtes, au cours donc de la procédure que certains ont rejoint. Pour vous dire que le ministre Djenotin était le président de la commission que le président Boni Yahi avait mise en place pour gérer donc cette parenthèse du départ du président Talon de la filière et une supposée crise
qui avait été gérée, et c'est le ministre Djenoté qui avait été le président de cette commission. Du coup, il est appelé à répondre. Vous n'êtes pas président pour les beaux yeux de l'autre. Vous êtes président pour donc, des faits. Il répond de ça. Il y a eu des décaissements qui ont été pilotés par le ministre Komi Koundje. Qu'il veuille ou non, il doit répondre de ça. Sans tenir compte des directeurs de ceci, de cela qui ont eu à exécuter des ordres. Chemin faisant, pendant la procédure, il aura des directeurs qui vont suivre donc le truc dès lors que les enquêtes vont révéler qu'il y a eu l'implication de tel ou de tel autre. L'honorable Bako, il n'était plus que ministre des Finances pendant cette période de crise, où il se déplaçait avec des milliards. Vous en avez vu, vous? Écoutez, nous étions au cœur de l'information du système. Et vous l'avez vu. Et il ne peut pas. Quelqu'un qui, avec donc des moyens financiers, donc et peut-être le comptable ou le régisseur donc, au milieu, va séjourner donc des semaines dans des pays de la sous-région pour chercher négocier des camions. Voilà comment ça a été géré. Dès lors que c'est ça, on ne peut que, encore qu'ils ne sont pas encore coupables, ils jouissent toujours de la présomption d'innocence. Et que c'est les enquêtes qui vont donc déballer le reste. Et que dites-vous du ministre de l'Agriculture de l'époque qui devrait répondre? Mais le ministre de l'Agriculture de l'époque était déjà soupçonné comme très proche du président Talon. Et donc, logiquement, il ne répond pas. Oui. Et docteur, s'il suivait bien le régime Yaïboni, il devait se rendre compte que celui-là ne pouvait pas être, comment lui peut être là, on nomme quelqu'un d'autre, un ministre de l'économie maritime, comme un président donc, de la commission chargée de gérer la crise de filière de coton. D'accord, oui. Laurentine Adolphe d'abord. Oui, je voudrais faire savoir un petit aspect au docteur. C'est-à-dire que dans l'administration, c'est le gestionnaire de crédit qui répond directement de ses actes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le ministre Djenoté, en ce temps précis, a une attribution. Et quand l'IGM vient vers vous faire auditer, l'IGM vient auditer, la personne qui est interpellée dans le cas de malversation, c'est la personne gestionnaire des crédits. Ce n'est pas votre ministre qui est interpellé. Mais c'est chemin faisant, quand vous aurez à faire des dénonciations qui pourraient peut-être faire appel à ton ministre de tutelle, là, mais il est interpellé. C'est comme ça l'administration. Ce n'est pas parce que vous gérez une structure. Vous gérez une structure, on vient vous auditer, et puis, pour les questions de malversation, directement, c'est votre ministre qui est interpellé. Ça ne se passe pas comme ça. C'est toute une procédure. Et je voudrais faire savoir quand même, parce que ici, l'opinion publique nous suit. Quand nous donnons l'impression que le président prend parti, ce n'est pas bon. Le président va jusqu'à dire que si des dossiers me concernent, je suis prêt à répondre. Il ne le cache pas. C'est un humain comme nous. Plus facile à dire qu'à faire, non? Non, ce n'est pas vrai. Regardez un peu l'homme. C'est tout comme si vous ne le suivez pas. Tout le monde, c'est vrai que tout le monde ne peut pas être en contact direct avec le monsieur. Mais je vous dis aujourd'hui, nous avons quand même un monsieur qui diffère de tout ce que nous avons vu il y a quelques années. Mais pourquoi dire ne pas interpeller des gens qui ont dirigé ce pays sous nos yeux? Et puis, je vais vous dire quelque chose. Tous ceux qui entouraient le président Boni Yahi, ce n'est pas qu'ils étaient avec lui, mais c'est que chacun voulait juste sauvegarder son poste. Moi, je me rappelle, j'étais à une réunion des FCB et j'ai dit, moi, je suis fatigué. Amenez-moi, vous allez vous taire. Moi, je vais parler au président. Mais on me dit à la réunion, nous reconnaissons tous que ça ne va pas. Mais on ne pourra pas te laisser aller le dire comme ça. Vous voyez un peu, ça veut dire quoi? Nous sommes tous conscients que ça n'allait pas. Mais puisque je suis DC, je suis président de temps, je suis coordonnateur FCB, je suis ci, je suis ça, on l'a accompagné dans la malversation. On reconnaît, je suis d'accord avec le docteur qu'il faut tuer le mal depuis sa racine. Mais si moi, je ne vais pas à la racine et je ne commence pas à le couper au milieu du bois, demain, toi, tu peux aller à la racine. Si je ne commence pas les branches, quelque part aujourd'hui, nous avons la peur du gendarme, c'est déjà bien. Quand vous allez aujourd'hui dans l'administration, il y a la crainte. On a envie d'aller au boulot à l'heure. C'est quelque chose, ça change. Reconnaissons tout au moins que ça change. Tout n'est pas rose, mais on va l'améliorer. Oui. Il va l'améliorer et je parle du président de la République. Laurent Delors-Faton.
Aidons le chef de l'État à mieux gouverner ce pays, aidons-le à ce que le Bénin se développe. Et arrêtons de lui dire chaque fois, lui jette des fleurs. C'est ce que nous avons fait depuis 90 à ce jour. On le jette des fleurs tout le temps, alors que le chef de l'État a besoin plus de critiques que de gens qui le louent. C'est malheureusement ce que nous assistons. Je ne suis pas d'accord pour cette C'est ce à quoi je vais vous donner le temps de le répondre chef de l'État après son est élu, intervention. Oui. non pas pour que les gens viennent le louanger du matin au soir, mais pour lui apporter des solutions concrètes, pour l'aider. Actuellement, il mène des actions quand même qui sont appréciables. On n'a pas besoin de l'apprécier. Lui-même, il avait dit au début de son mandat qu'il n'a pas besoin qu'on le louange. Il avait dit, parce qu'il connaissait un mal, mais progressivement, comme ce qu'ils ont fait à Boni Yaye, je suis heureux que ce soit des FCBE. Normalement, c'est eux qui devaient être ici et moi là-bas, parce que normalement, je n'étais pas dans le régime, mais j'ai compris une chose très tôt. Donc c'est aujourd'hui que tu as adhéré à au FCBE? Et c'est ça, je veux juste savoir. C'est ça ce qu'on appelle un idéal. C'est pas parce que le FCBE n'a plus le pouvoir que je ne veux pas rester dans une opposition pour critiquer un régime après la solution. Je ne veux pas un régime, je ne veux pas faire la politique parce que je veux de l'argent. J'ai choisi aujourd'hui d'aller au sein de FCBE parce que je me suis dit que là-bas je peux parler, on peut m'entendre. Je peux critiquer le régime, peut m'entendre, comprendre ce que je dis, il faut qu'il change certains caps. Mais vous avez fait hier, et aujourd'hui, comme vous avez compris que l'autre camp est bon, vous êtes parti dans le camp, alors que c'est votre place normale que j'occupe aujourd'hui. Il a fallu que vous commenciez un peu, pas du chef de l'État ce qui ne va pas. Je vais vous dire en résumé, la lutte qu'il fait aujourd'hui, c'est il nous perd de l'énergie. Parce qu'il est en train au peuple béninois, il est en train de larguer des branches. Mais quand il va finir de larguer les branches, quelques jours plus tard, les branches vont encore pousser. Quand on vient de larguer les branches, on continue de larguer les branches. Il faut tuer. Il faut que le peu d'énergie qu'il a, qu'il commence pas à attaquer la racine. S'il coupe deux racines, l'autre viendra couper encore deux racines. Mais faire des propositions pour être utile. J'en ferai. La première proposition, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas vouloir me dire qu'il y a un système, il y a une corruption dans une banque. Prends le directeur général, allez vers l'agence, prends le caissier et laissez le directeur de l'agence. On prend tout le monde, d'abord. Parce que ce qui se passe aujourd'hui par rapport au dossier dont nous parlons, c'est ce qui fait. On a pris le PDG de la banque, on a pris un caissier et on laisse le DG. Que le ministre dessous, oui, ou le ministre, ça va être caté, qu'ils aient été proches du régime ou bien sortis du régime ou pas, c'est eux qui étaient là. Ils étaient le bras exécutant. La lutte demandait seulement que, en s'occupant de cette lutte seulement, qu'on a fait du coton, qu'ils prennent tous ceux qui étaient responsables et que tout soit poursuivi. On aura vu que dans ce dossier, on va finir avec au moins un dossier. Pour son régime, on peut seulement finir avec le dossier Coton-Gate. Seulement on va finir, on va dire au moins... Mais ce qu'on fait là, on n'est pas prêt d'en finir. On n'est pas prêt d'en finir parce qu'on laisse le bras exécutant. Mais qu'est-ce que vous attendez pas? Vous avez le rapport de l'audit, de Coton. C'est une logique. C'est pas le rapport. Je dis simplement, si le ministre de l'Agriculture était responsable, on envoie tous devant la justice et répondre de leurs actes. Quand on aura fait ça, il peut laisser tout le dossier. Prends seulement ce dossier et finir le dossier. On saura qu'au moins une fois au Bénin, un dossier a été poursuivi et a été entièrement vidé. Ça, c'est votre proposition par rapport à ce dossier. Non, c'est seulement par rapport au dossier Coton-Gate. Oui. Je veux seulement que c'est l'État qui laisse le dossier. D'accord. Qu'il le prenne et qu'il en vide. Laurent, avant que vous nous répondiez, je voudrais que le problème. Je vais donner un exemple terre à terre. Et Dr Faton. Monsieur Faton, simplement. Ok, merci. Je suis à ETélé. Gilles Christ est un employé de ETélé. Mais Gilles Christ, c'est Gilles Christ ou Gilles Christ? Gilles Christ. Gilles Christ commet des bévues, excusez-moi le mot comme ça. Et pour l'interpeller, c'est-à-dire que dès que je veux interpeller, la justice veut interpeller Gilles Christ, la justice doit interpeller le directeur, c'est ça? C'est ce que je comprends, ce n'est pas possible. Si les DG, ceux qui sont interpellés, vont devant la justice pour répondre, mais ils ne vont pas se taire. Il faut faire le haut. Non, je te dis non. Je ne peux pas avoir ma structure, je viens. Je ne peux pas... Excusez-moi, je ne peux pas avoir ma structure. En tant que responsable de ma structure, j'ai un employé qui agit mal, qui commet des erreurs. Et là, j'invite la police ou la gendarmerie le prendre. Ça veut dire que la police me prend avec mon employé, c'est ça? Ça ne se fait pas comme ça, quand même, il y a une logique. Mais on vous a pris, parce qu'on a pris le responsable. Et on a laissé celui qui le suit immédiatement. On va prendre celui qui est en bas. Mais ça pose un plan de logique. Vous allez toujours trouver à dire au Bénin. Vous allez toujours trouver à dire. Ça, c'est clair. Puisque mon vis-à-vis veut s'appesantir sur le dossier Dialoté, je vais dire qu'en plein Conseil des ministres,
pendant que Djanotin était président de cette commission. Oui. Et que des appels d'offres ont été lancés, dépouillés, que des entreprises aient gagné, de façon honnête, des marchés sur la gestion de ce coton pendant la période de crise, en plein conseil des ministres, parce que la nuit, une fiche était tombée sur la table du chef de l'État en disant que, attention, ils sont d'acquaintance avec telle personne. Le lendemain, en conseil des ministres, le chef de l'État dit, le président Boni Yaya avait dit, rangez-moi tout ça. Ça, c'est un complot contre donc le Bénin. Et toutes ces entreprises qui ont eu à gagner, qui ont investi des centaines de millions pour avoir effectué des voyages, aller prélever des échantillons d'intrants, de cela, ces entreprises donc ont été mises de côté tout simplement parce qu'on les a soupçonnés d'acquaintance et qui devaient répondre lorsque c'est comme ça. Qu'ils aillent tous devoir répondre. Pendant que le ministre Djanotin était président de cette commission. Et je n'ai pas fini. Quand tu prends le cas Ségub Guet là, le ministre qui devait répondre de tout. Quand je prends le cas de moi, mon cas personnellement, le cas de mon entreprise, le ministre qui devrait déjà même aller se constituer prisonnier, c'est le ministre Djanotin. C'est lui qui a pris les revenus de mon entreprise, qui les a cisaillés pour donner à Déis, et compte rendu avait été fait au chef de l'État pour dire, suite à vos instructions, j'ai eu, on doit faire même des pourcentages à des structures de prière, à des clubs donc de zémidjans, alors que ces groupes-là ne fonctionnent pas, ne travaillent pas dans mon entreprise, et on a cisaillé donc les revenus de mon entreprise. Donc c'est nous qui déjà pouvons demander. Lui seul, il répond au nom des ministres que lui cite, c'est ça. Au cœur donc desquels le ministre Djanotin devrait se continuer prisonnier lui-même. Je ne défends pas un régime, mais puisque vous voulez vous me rejoignez alors. Si c'est tel est le cas, au cœur de l'affaire Ségub Guet, il aurait fallu vider le dossier, on ne l'a pas vidé. Parce que vous êtes de me faire comprendre que Ségub Guet on ne l'a pas vidé. On l'a laissé, Alors pourquoi alors le chef de l'État ou le régime actuel fait des luttes contre la corruption de manière sélective? Ce n'est pas sélectif. C'est dans votre cas. Parce que Ségub Guet, tout le monde sait que le dossier n'est pas vidé. Oui, donc c'est un coup. C'est du saupoudrage. Mais ce n'est pas rangé non plus. C'est fait du saupoudrage. Ce n'est pas rangé. Si vous savez, on va parler tout à qu'il y a des gens qui étaient dans ce dossier et que le dossier n'a pas été vidé, il fallait se prononcer depuis pour dire tel que vous avez fait ce dossier, ça a été mal fait. Le dossier. Et il faut que ce dossier revienne sur le tapis. Tous ces détails ont été donnés, des documents ont été. Mais il faut qu'il revienne sur le tapis et que la justice s'en préoccupe davantage et nous le vide. Parce que le même mal risque de continuer. Quand on prend un dossier et qu'on avance un peu, on voit les têtes, on arrête. On prend. Mais quand est-ce qu'on va commencer? Parce que c'est une vous venez de me confirmer. Moi, je trouve vous venez de me confirmer. Il faut forcer même le gouvernement actuel. Il faut mettre, excusez-moi le thème, mais c'est citoyen. Il faut mettre en garde tout recul par rapport à la lutte qui est engagée aujourd'hui. Mais il n'y a que ça qu'on enlève. Non, comment où est le recul? Ségub Guet, vous venez me dire que c'est Guet, on a fait que rendre gorge au menu feuilleté. Non, je n'ai jamais dit ça. Un instant, je vous en prie. Nous ne parlons pas de Ségub. C'est vrai que vous l'avez évoqué pour étayer votre développement. Mais on ne va pas s'étendre dessus. Prenons l'affaire de coton. Et c'est justement la dernière prise de parole sur cette affaire, puisqu'il y a d'autres affaires. Est-ce que le fait que Valentin Djanotin, en tant que ministre de la Justice à l'époque, et puis président de cette commission-là, étant donné que lui, il soit interpellé, est-ce que cela fait que... s'il vous plaît, Frédéric Bianzin, est-ce que le fait que ce ministre-là soit interpellé, Valentin Djanotin, est-ce que ce ministre-là, lui, il répond du fait des ministres de l'Agriculture? C'est le président de la commission. Quand il sera écouté, parce qu'il n'a jamais été écouté dans le dossier, quand il sera écouté, il va relater les faits, et à partir donc de cette déposition, on aura certainement à interpeller d'autres. Mais en tant que président de la commission, qu'il expose le sujet et éclaire la justice sur le cas des uns et des autres. Et je vous dis, lorsque le cas du ministre Dossoui sera avéré, vous allez constater la diligence avec laquelle le chef de l'État va le mettre à la disposition de la justice. Très bien. Parlons d'une autre affaire avec vous, Laurentine Adossou. D'abord, c'est
la ministre Fatouma Amadou Djibril, qui était alors ministre chargée de l'Agriculture et qui est citée dans une procédure de détournement de fonds à l'ex-Office national pour la sécurité alimentaire, au NASA. On parle d'une affaire de détournement de riz japonais. C'est vrai qu'elle a été ministre également sous le président Boniaï. Est-ce que son interpellation par cette affaire de poursuite judiciaire, est-ce que ça répond d'une lutte sélective encore? Je dis non parce que quand nous suivons tout le débat que nous menons sur ce plateau, ce n'est pas sélectif. Ce n'est pas sélectif en ce sens que le ministre Fatouma Amadou Djibril a été ministre d'abord des Affaires sociales, ensuite ministre de l'Agriculture. Et vous savez avec moi que quand nous parlons de cette histoire de riz japonais, nous n'allons pas nous mettre à déballer, à étendre sur des choses, mais c'est toute une histoire. C'est toute une histoire et c'est long. Quand vous voyez un peu comment ces conteneurs atterrissent chez nous, comment est-ce qu'on les débarque, comment est-ce que ça se vend de part et d'autre, comment est-ce que à des moments donnés, des ministres remplissent des camions pour aller faire don. Mais je n'ai pas été ministre, moi. Il faut que Mme Amadou Fatouma Djibril aille quand même éclairer la justice. C'est la moindre des choses. On n'a jamais dit invitez-la et enfermez-la. On l'a jamais dit. Et aujourd'hui, nous allons rendre le président de la République souhaite rendre la haute cour de justice un peu qu'est-ce que j'allais dire, opérationnel. Merci, c'est même le mot opérationnel parce que c'est une instance, une structure pratiquement presque budgétivore. Personne ne fonctionne, la tête est là et puis rien ne bouge. Mais quand nous voyons tout sous le regard de ce que on veut charcuter quelqu'un, on veut poursuivre quelqu'un parce qu'il n'a pas fait, parce que je ne suis pas vraiment d'accord. Vous savez que Mme Fatouma a été déjà interpellée une fois et elle est rentrée chez elle. Pourquoi le jour où on l'a interpellée, on ne l'a pas rapidement incarcérée? C'est parce qu'il y a toute une procédure à suivre. Donc, ceux-là déjà qui se disent que c'est de l'autre camp, je voudrais d'abord inviter les Béninois à aider un régime pour finir avec la corruption, avec les malversations. Parce que quand nous prenons les riz japonais, dont on parle, c'est un don. Pour ce qu'on nous dit, on nous dit que c'est un don. Mais est-ce que ce don va à l'endroit de cette cible qui en a réellement besoin? Non. Mais la seule personne, la personne qui doit éclairer la justice, c'est lui. Et je dis ce qui me fait mal. Aujourd'hui, moi, j'aime mes frères. Le comptable est en prison depuis des mois. Il y a d'autres, le DG au NASA. Mais le ministre va à ses occupations librement, voyage, revient. Excusez-moi, c'est une amie personnelle. Quelque part, il y a de l'injustice dans ce pays. Celui qui dirige, celui qui donne les ordres, celui qui vous demande d'agir, on le laisse. Et quelque part, je vais rejoindre quelque part ce que M. Faton a dit tout à l'heure. Mais ici, ce n'est pas dans le même sens. Parce que quelque part, ça vient directement du ministre. L'action, le partage, les répartitions, ça vient du haut directement. Ce n'est pas directement attribué aux collaborateurs. C'est là où le ministre Fatouma doit nécessairement et obligatoirement éclairer la justice. Si elle va, et puis dans ses dénonciations, dans ses explications, elle se lave les mains, mais la justice la libère. Mais si elle tombe dedans, c'est qu'elle répond parce que on n'aura plus à dire que parce que j'ai des parents, parce que j'ai été, si tu as été ministre, tu réponds de tes actes parce qu'il y en a eu et c'est de trop. Et puis, il faut qu'on commence aujourd'hui. Il faut que le Béninois ait quand même un peu peur de la chose publique. Monsieur Faton, pas bon. Par rapport à l'affaire de l'ONASA avec Fatouma Amadou Djibril, qui est interpellé, quelle lecture faites-vous? Je pense que vous savez, ce dossier ne m'intéresse pas pour autant. Vous savez pourquoi? Le Bénin a un produit du riz. Et ce n'est pas le Japonais qui va nous donner du riz. On va encore passer du temps à en discourir. Cherchons à produire du riz au Bénin. Si on produisait du riz au Bénin, on n'avait pas dit que les Japonais nous donnent du riz et quelqu'un aurait volé. En attendant de produire, les Japonais nous ont fait don et on l'a détourné. Est-ce qu'on ne répond pas à ça? Si elle a détourné et que la justice a les preuves, on la condamnera simplement. Et c'est simple.
C'est politique selon vous? Ce n'est pas politique. Je dis, en fait, demander à ce qu'elle réponde de son acte n'est pas politique. Mais dire qu'on veut lutter contre la corruption en s'attaquant à des gens de quand je dis ce n'est pas la lutte contre la corruption. C'est pas si ma position est assez claire. Que la ministre Fatoumata Djibril réponde de ses actions en tant que ministre par rapport à un dossier de riz, c'est normal. Mais au même moment, il faut que d'autres que les dossiers aussi répondent. Mais si c'est simplement parce qu'elle est au-dessus de l'opposition qu'elle doit répondre sur le dossier, on est en train de faire de la justice, mais on n'est pas en train de faire une lutte contre la corruption. Mais il faut aller cas par cas aussi quand même. D'accord. Il faut aller par cas. Bon, d'abord, au passage, je remercie le président Rungweji. Le président Rungweji qui, de par le Parlement, accompagne cette politique. Cette détermination, nous l'avions connue rarement. Parce que lorsque le président, le bureau du Parlement n'accompagne pas ce combat-là, il est voué à l'échec. Donc, je dis merci au président Rungweji et à tout son bureau d'accompagner le président Talon dans la lutte contre la corruption qui est engagée. Et je veux dire, pour qu'on réponde donc de la gestion du riz, de ce don-là, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, ce n'est pas Faton qu'il faut interpeller. Et il faut que les gens comprennent. Parce que quand on parle de levée d'immunité ou d'introduction donc de ceci, de cela, les gens pensent automatiquement que c'est une condamnation. C'est ceci. Non, ce n'est pas vrai. Mais c'est se mettre à la disposition de la justice pour éclairer la justice sur les faits. Je voudrais rassurer Monsieur Faton sur le cas sélectif dont il parle. Non, ce n'est pas sélectif. Est-ce que vous savez que dans le dossier, par exemple, du siège du Parlement, que le Collège des ministres aussi avait demandé, donc la mise à disposition de ce dossier, que le dossier a été déféré devant le procureur, et le procureur, il reviendra au procureur, après avoir fait les enquêtes préliminaires, de juger de l'opportunité, donc d'intervenir, d'interpeller les uns ou les autres. Et dans ce dossier, il y a des députés, même de la mouvance, qui sont dedans, dont les noms sont cités. En fait, dont les noms sont cités. Nous avons des directeurs, nous avons donc même des responsables politiques dont les noms sont cités et qui sont dans le quotidien, donc dans la gestion de la politique au quotidien au profit de la mouvance. C'est pour vous rassurer du fait que même docteur et madame Djibril, elle doit garder toute sa sérénité si elle ne se reproche rien. Et tous ceux qui sont même dans ces cas-là, dans ces procédures, doivent garder leur sérénité. Ce n'est pas la guerre, non, c'est juste pour les écouter d'abord. Et si après donc les audiences, après donc les choses, on constate qu'ils ont quelque chose à reprocher, ou s'ils n'ont même pas, s'ils ont donc de représentation, on peut même les laisser en liberté pour continuer la procédure. Donc on dit la prison n'est que règle d'exception aujourd'hui au niveau de la justice. D'accord. Alors, parlons tout de même du ministre Aboubakar Yaya, qui était ministre en charge de la fonction publique, à qui on a reproché de ne pas avoir d'abord organisé des concours très transparents, mais il y a eu les fonds qui devraient être destinés à l'organisation de ces concours qui n'ont pas été gérés de manière catholique ou de manière orthodoxe. Monsieur Faton, est-ce que vous trouvez encore que là, c'est parce qu'il est opposant, en tout cas, qui ne soutient pas les actions du chef de l'État actuel, qu'on a jugé utile de l'interpeller? Vous savez, avant tout propos, je vais d'abord dire à M. Bébé-Anzin qu'il n'a pas besoin de remercier M. Adenou Rungweji. Et M. Adenou Rungweji n'a pas besoin d'accompagner le régime. Nous sommes dans un système démocratique avec ses places de pouvoir. Et que chaque pouvoir joue son rôle. Le Parlement n'est pas au solde d'un régime et ne peut pas être au solde d'un régime. C'est le système démocratique que nous avons choisi. On n'a pas choisi un système parlementaire pour que le régime accompagne. Il doit jouer son rôle de parlementaire. Si le gouvernement, si le procureur de la République demande qu'on ait l'immunité, de manière sereine en tant qu'institution de contre-pouvoir, il juge en leur âme et conscience en tant qu'instance autonome leur pouvoir. Mais si c'est parce qu'ils doivent accompagner, qu'ils font ce qu'ils font aujourd'hui, c'est malheureux. Il ne peut pas programmer le dossier si tant est qu'il veut saboter le combat. Je ne voudrais pas m'y épiloguer. Mais j'ai juste voulu quand même qu'on ramène les choses à l'ordre dans ce pays pour qu'on ne fasse pas tout d'amalgame. Ce que je veux dire par rapport au ministre, vous voyez, chaque fois je me rends compte que personne ne veut lutter contre la corruption, bien on fait les choses parce qu'on a des intérêts immédiats et on poursuit des buts précis. Ah bon? Quand le régime est venu, ils ont supprimé les concours. Les concours qui ont été organisés, le ministre Gaba Yaya ont été supprimés. Ça veut dire qu'automatiquement la procédure judiciaire devait commencer.
pour qu'on y voit clair. Parce que si on a supprimé les concours, c'est parce qu'il y a un problème. On devrait automatiquement déclencher la procédure pour que le dossier soit vidé. On ne l'a pas fait. Et on a attendu que les FCB se continuent en parti politique. Et ce n'est que plus tard, quand les velléités de l'opposition à travers FCB ont commencé, qu'on s'est souvenu qu'il avait organisé un concours en temps et qu'il fallait y retourner. Non, mais avant même ces organisations-là, au sein des FCBE, ils avaient déjà suspendu les concours. C'était même le premier acte. Le concours mais a été suspendu. cela signifie qu'on avait même déjà en ligne de mire ces concours-là. Non, le concours a été suspendu parce que c'était une volonté populaire qui était sortie des unes, je dirais. Parce que c'était l'une des récriminations les plus fortes que la population avait faites à la veille des élections présidentielles. Et aucun régime, qu'il soit le régime de Bati Talon ou de notre président, il devrait y toucher. Mais quand on y a touché, le dossier doit être vidé. Et c'est ce qu'on dit tout à l'heure. Tous les régimes ont fait la même méthode. Les dossiers, on les ouvre, et quand il n'y a pas un intérêt immédiat et personnalisé, on les laisse. En 2016, quand on est venu à les concours, automatiquement, on voit clair dedans. Le dossier est vidé. On ne l'a pas fait. Et pourquoi c'est après que les FCB soient constitués et que Garba Yaya ait occupé une position dans la FCB en tant qu'opposant de la minorité, qu'aujourd'hui on trouve qu'il faut vider ce dossier alors qu'il fallait le faire plus tôt. Je dis, ces indices montrent toujours que on ne lutte pas contre la corruption au Bénin, on fait des luttes sélectives à des buts électoraux. D'accord. Non, je crois qu'il y a de l'économie de vérité dans ce que mon ami est en train de dire. Vous savez, c'est vrai que dans son projet de société soumis au peuple, lors des campagnes électorales présidentielles, le président Talon était clair là-dessus, sur la lutte contre la corruption. Et pour aboutir, il faut certaines armes et munitions. D'où la relecture de la procédure de la haute cour. C'est engagé aujourd'hui. Mais si nous allons continuer, on risque de ne pas aboutir tout simplement parce que c'est une procédure lourde qui ne facilite pas la gestion donc de la chose. Et qu'est-ce que le président Talon avait fait? Excusez-moi, peut-être que dans mon développement, vous allez trouver que je supporte un homme, mais non, je supporte une méthode. Le président Talon ou le système en place avait engagé la révision de la Constitution et précisément par rapport à la mise à disposition de la justice pour la gestion de ces faits. Il a connu un premier échec voulu par les hommes. La seconde tentative des députés tout récemment aussi a connu l'échec, mais il ne veut pas croiser les bras. Rentrons maintenant donc sur la voie qui était tracée. Et c'est pour ça, et c'est après ça seulement que cette question est évoquée et sera dès demain abordée par les parlementaires. C'est parce qu'il voulait de la simplification de la procédure. Et comme il n'en a pas, il ne veut pas garder les bras croisés. Il veut donc respecter la parole donnée au peuple lors des élections présidentielles. Je vous remercie. Laurentine Adolphe d'abord. C'est-à-dire que j'apprécie toujours les analyses de M. Faton. Mais je vous dis que quand je suis les députés à l'Assemblée et quand je vois des personnalités crier, tirer sur ce régime, personnellement, ça me fait mal. C'est vrai, comme vous l'avez dit, nous n'allons pas toujours jeter la fleur au régime actuel, mais quand c'est bien fait, il faut avoir le courage de le dire. Vous voyez cette histoire de concours. Moi, je vous dis, excusez-moi, et que les téléspectateurs m'excusent, moi, j'ai même dit qu'il faut aller encore plus en arrière. Dans un pays où vous savez que nous avons des problèmes par rapport au niveau des enfants en ce qui concerne l'éducation, vous voyez, on passe encore des concours, des enfants restent à la maison. Chaque fois que je parle toujours avec preuve, parce que j'ai fait la fonction publique et je sais ce de quoi je parle. Des enfants qui restent à la maison, mais qui finalement sont déclarés admis et qui n'ont même pas peur, qui vous dit en tant que responsable, moi je ne suis même pas allé composer. Mon papa a appelé telle personne. Et on le dit gaillardement. Et celui-là qui a conduit ce concours, c'est que quand vous le voyez au Parlement, c'est qu'il est le plus fort. C'est lui qui corrige tout le monde. Un jour, j'étais devant mon poste téléviseur et j'ai dit, mais Monsieur Garba Yaya, il faut que personnellement, j'aille le rencontrer pour lui dire, pour vous, ce n'est pas bon pour ce pays. Mais tous ceux-là qui ont conduit ce concours avec ce monsieur sont en prison depuis des mois. Mais il crie,
il s'égosille, c'est lui qui corrige, c'est lui. Mais vous voulez qu'on commence par où? Je dis, si on peut même commencer rien que par ceux-là qui sont au Parlement, nous allons même corriger ce pays. On va juste se réfugier à l'Assemblée et puisque nous sommes des amis, le vote vient de nous, donc on ne le fait pas. Aujourd'hui même, c'est bon que les gens trouvent même qu'on le fait de façon, je ne vais pas dire mot incorrect, on ne suit aucune réglementation, on lève le... S'il faut procéder même comme ça pour finalement répondre devant la justice et réglementer les choses, il faut le faire. Parce que le Parlement ne peut pas être un lieu de refuge pour des gens qui vident complètement le pays, qui mettent le pays à terre, avec une richesse insolente. Et ceux-là, aujourd'hui, ils veulent faire la leçon à qui? Moi, je ne peux pas admettre. Si on se met à dire ce qui s'est passé dans ce pays en 10 ans, vous allez dire non. Reprenons tout à zéro. Mais on ne peut pas le faire. Mais à un niveau Pourtant, donné... c'est ce que lui propose. Non, on ne peut pas le faire. Il faut qu'on aille tout doucement comme on le fait. On ne peut pas, parce que c'est très avancé, mon frère. C'est très avancé. Le concours 2012... C'est justement de je vous en prie, je vous en prie, le concours 2012. Vous vous imaginez que quelqu'un qui passe un concours au Bénin, mais qui vient, vous tenez une réunion, le petit compte rendu de service, il est incapable de le faire. Vous lui demandez d'écrire son propre nom, il est incapable de l'écrire. On a vu trop de choses. Pas donc, tous quand même. Non, la majorité. Je connais même un ministère, vous rentrez dedans, vous allez vider. Et il faut continuer avec ça. Aujourd'hui, l'enfant du pauvre va composer sans connaître personne, il est admis. J'ai vu un garçon, je mangeais quelque part, j'ai vu un garçon qui était venu voir sa tante. Mais il criait, il sautait, il dit, est-ce qu'on peut faire les concours toujours comme ça? Tante, je suis admis. Parce que pour lui, quand il allait, il se dit, est-ce que je serai quand même parmi ceux-là qui seront reçus? Et il a un niveau, ses parents le savent. Mais dès qu'on va commencer maintenant par dire, lever l'immunité parlementaire pour Yaya, bon secrétaire, là, c'est parce que c'est un opposant. Il faut commencer par là. Il faut commencer parce que la majorité au Parlement aujourd'hui, nous avons à dire sur eux. Mais dites-vous encore que le président ne peut faire qu'avec ceux-là, puisque c'est les députés, c'est eux qui sont là. Mais il a de problèmes. Vous reconnaissez que le président a chaud. Il faut être très intelligent pour conduire ce pays. C'est ce que je vous dis. Laurent Il faut être très intelligent. Vous savez, l'homme le plus malheureux au Bénin, c'est le chef de l'État. C'est ce que je viens de dire. C'est pas Patrice Talon, hein. C'est quel chef de l'État? Ah, ok, d'accord. Mais il est plus aujourd'hui. Je dis, ce n'est pas les personnalités, hein, ce n'est pas les noms. Si vous devenez chef de l'État au Bénin, vous devenez l'homme le plus malheureux. Les Bénins sont tellement intelligents, ils ne vous manipulent pas tous les moyens. Ah, oui. Ils trouvent tous les subterfuges qu'il faut pour vous embrouiller, vous embober. Et quand ils ont fini de faire, ils fuient chacun d'eux. Et ils vont le faire avec le président Patrice Talon. Et ça, donnez-vous tranquille, ils vont le faire. Qu'ils vous souviennent, en 2006-2007, quand le président Boni Yayi était venu, il y avait certains intellectuels, je vais même dire le nom, Roger Gbayovi, il disait dans le temps que la volonté politique est venue au Bénin, on n'a jamais eu dans ce pays. Et il le criait partout qu'enfin on a trouvé la volonté politique pour que le Bénin change. Et dans le temps, moi je rigolais. Parce que je voyais, mais de quoi parlons-nous réellement? Parce qu'on ne s'attaque qu'à des épiphénomènes. Mais de manière structurelle, on ne voit rien. Et dans le temps, Boni Yayi, il parcourait l'administration. Il allait de bureau en bureau, et tout le monde applaudissait. Mais ce n'est pas là le plan du Bénin. Le plan du Bénin est beaucoup plus profond, il fallait y toucher. Et moi, je le disais dans le temps. Et aujourd'hui, avec le président Patrice Talon, les mêmes choses ont commencé. On a dit que pas de la même manière. Les concours s'organisent et que tout le monde applaudit, les concours sont tellement bien. Tout se passe bien. Les fils des pauvres, réussissent au concours. Et on s'en arrête là. Alors que pourquoi les concours ont été toujours mal organisés? Pourquoi ces problèmes, quand quelqu'un vient, commence quelques jours, quelques années plus tard, il retourne en arrière? Personne ne fait ce diagnostic. Vous croyez que ça ne se fait pas? Il dit personne ne fait cette analyse parce que ça se fait aujourd'hui. Si on le faisait, c'est les mêmes cadres qui étaient là sur Yayi Boni, sur Boni Yayi qui ont fait ces mêmes analyses. Mais la donne a changé. Et qui nous ont donné les mêmes résultats. La donne a changé. Patrice Talon vient de faire 2 ans au pouvoir. Oui. De 2006 à 2008, personne ne criait Boni Yayi. En 2 ans, il a fait des merveilles et tout le monde applaudissait. Ça a commencé en 2009. Les crises ont commencé en 2009 sur Boni Yayi. Il a fallu 3 ans avant qu'on ne commence pas à voir les revers de ce qui se passait. Donc attendons 2019. Je vous affirme tout. Moi, de ma position, je vois que le même problème, le même structure est en train de se mettre en place. Moi, je te dis que il n'est pas averti. C'est pas averti, c'est pas question d'averti. Je vous l'ai dit, le président de la République est l'homme le plus malheureux. Parce que si tu n'as que autour de toi des gens qui sont là pour t'embrouiller. Mais vous êtes là pour l'accompagner. Et c'est pour ça que depuis 2 ans, je me pose en une opposition
constructive. Constructive. Et Je dis, ça ne vous va en pas le félicite. dossier. Alors, Et oui, depuis oui, 2 ans, je ne fais oui. que ce boulot, je le ferai durant tout le mandat. Parce que c'est du Bénin que les questions et de mon avenir que les questions. Très bien. Il n'est pas que de votre avenir, vous avez fini votre avenir. Ouais. Mais au-delà de tout ce que vous dites, il faudrait quand même J'ai qu'il y les enfants. réponde. Je dis que le simplement ministre ceci. Aboubacar Yahya Vous aille savez- répondre devant vous la savez- justice. Vous savez ce que je vous dis simplement? Qu'on quitte les mécanismes à nous inventés par les Occidentaux, qu'on trouve des mécanismes endogènes pour lutter contre ce phénomène. Lesquels? C'est un phénomène simplement. Vous savez, les On Sud-Africains, laisse tomber la justice, les on crée un autre Sud-Africains ont mécanisme. fait une merveille. Une merveille. Parce que la corruption est la guerre ou bien le crime que le Bénin a. Chaque pays a son crime. Le crime du Bénin, c'est la corruption. C'est notre génocide. Pour lutter contre, j'aurais voulu simplement que le chef de l'État, de manière, je dirais, impartiale, réunisse les acteurs comme il le fait. qu'il fasse une conférence de forces vives sur la corruption au Bénin. Et que chacun, depuis 90 à ce jour... Est-ce que ça ne va pas ressembler aux marches vertes C'est qu'on pas avait vrai. Non, obtenues longtemps? c'était un folklore. Ne vous le pas, c'était un folklore. Qu'on réunisse tout le monde, les acteurs politiques et la société civile et les têtes couronnées, que tout le monde se réunisse dans une salle et qu'on passe peut-être une semaine pour parler du phénomène, que ceux qui ont été coupables de 90, qu'on colle le dossier, chacun vienne reconnaître sa culpabilité et qu'on trouve C'est un ensemble tribunal populaire que vous voulez? Quelqu'un comme ça. À Comme toi, ce il que faut trouver un Thomas mécanisme Sankara- populaire parce Oui. que tout le monde est coupable. D'accord. Tout le monde est coupable. Dans un système comme ça, on ne peut pas lutter contre les uns et contre les autres. Pour retourner ce qui a été tourné. Il faut que tout le... Non, je veux pas savoir quelle est la procédure qu'on va adopter. Mais qu'on s'assied dans une salle et que tout le monde s'enferme dans une salle et qu'on dise la vérité. Pourquoi toi tu as fait ci? Et que chacun dise, moi j'ai fait. Quand chacun dit que j'ai fait. Et que de manière unanime, on puisse se parler, se dire la vérité entre nous pour en finir. Parce que tel qu'on va commencer, chacun viendra. Quelqu'un a fait, il a échoué. Il y a un bonnet a échoué. Parce que ça, on va échouer. Il n'échouera pas. D'accord. Ça, Alors, non. Il ne faut pas Bon. prophétiser Il faut- les choses. Merci, C'est pas merci. de la Alors, prophétie, nous voilà, allons c'est du encore, réalisme. s'il vous plaît, Il il faudrait réussit. que réussira. les téléspectateurs nous Tous ceux qui entendent vont passer distinctement. après lui Madame vont Adossou réussir. Davo, je Oui. vous en prie. Alors, il y a quand même un dernier aspect que nous allons aborder. Nous avons encore en tout pour tout 10 minutes pour finir cette émission. Il y a quand même le ministre Simplice Dossou Kodjo qui est aussi visé par une procédure judiciaire, toujours pour répondre d'une affaire de détournement de 350 millions de nos francs CFA débloqués par le gouvernement Boniaï, toujours pour servir de prime dans le cadre de la sécurisation des élections législatives de 2015. Cette somme qui n'aurait pas été redirigée vers les bénéficiaires. Et Frédéric Berzin, est-ce que dans cette affaire-là, vous avez une lecture toujours pareille à vos lectures précédentes, c'est-à-dire toujours la lutte contre la C'est la même corruption? méthodologie. Et encore que ça, c'est au temps du président Boni Yahi que ça a été réclamé par le syndicat des policiers. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Qu'ils viennent s'expliquer, c'est tout. C'est d'abord l'explication. Très bien, Le peuple a d'accord. besoin de l'explication. Oui. La justice a besoin d'être éclairée. Et il faut se mettre à la disposition de la justice, c'est tout. Ça ne veut pas dire que vous êtes coupable, ça ne veut pas dire que vous irez en prison, non. Si au cours des enquêtes, vous êtes tenu d'aller en prison, vous y allez. Mais pour le moment, c'est juste pour apporter des Des éclaircissements éclaircissements à la pour justice. tout, oui. D'accord, monsieur Faton. Je pense que ce dossier manque de sérénité. Par rapport à la levée de l'immunité de l'ancien ministre Simplice Kodjo, Oui. le dossier manque de sérénité et le dossier porte quoi que je dirais. Ah bon, lesquels? Parce que, contrairement aux autres dossiers où on a demandé la levée de l'immunité à l'Assemblée, et le procureur a demandé, et que la procédure est en cours, dans ce dossier, il y a comme un manque de sérénité ou bien il y a comme une précipitation. Parce qu'au même moment que la demande de l'immunité est adressée à l'Assemblée par le procureur, la BEF, le lendemain, a envoyé une convocation à l'intéressé pour qu'il se présente à la BEF. Alors que c'est un député aujourd'hui. La procédure est connue. Il aurait simplement fallu que la police suive son cours et qu'il soit interpellé et il ne peut que répondre devant la Cour de justice. Mais pourquoi dans son cas, il y a deux procédures qui ont été enclenchées en même temps? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si il y a une autre raison ailleurs et qu'on veut de ça peut-être particulièrement. J'aurais voulu simplement dans ce dossier que l'affaire de BEF, qu'on laisse ça quelque part et que la BEF s'occupe de ce qu'elle dont elle peut s'occuper actuellement et qu'on laisse la procédure se poursuivre à l'Assemblée. Et quand l'Assemblée aura levé l'immunité, éventuellement, on verra la suite du dossier et s'il est coupable, il va répondre. Et s'il n'est pas coupable, nous saurons la suite. Madame Adossou Davo. Non, je voudrais juste dire que la procédure est enclenchée et comme vient de le dire Frédéric Bianzin, ce n'est pas ce régime, ce n'est pas autant de ce régime même que cette histoire de
de M. Dossou Simplice a été évoqué. Donc, il faut comprendre que quelque part, le pays est malade. Quelque part, le pays est malade, que le BEF outrepasse ses attributions, que la haute cour, n'importe comment, il faut que la procédure suive son cours et qu'on aille jusqu'à... qu'il aille répondre de ses actes, la manifestation de la vérité, c'est tout. Moi, je n'ai plus beaucoup de choses à dire. Que plus personne ne doit aller se cacher derrière ces erreurs au Parlement. Non. Il y a un obstacle éventuel à ces différentes procédures engagées contre les anciens ministres, c'est la majorité requise à l'Assemblée nationale, la Constitution qui dispose que désormais, pour pouvoir poursuivre les anciens ministres, l'Assemblée nationale doit voter la poursuite avec une majorité de 2/3. Est-ce que Frédéric Bianzin, vous êtes sûr que ça va passer à l'Assemblée nationale, à cette majorité-là, les 2/3? On a vu, dans le cadre de la révision constitutionnelle, il y a quand même une minorité à l'Assemblée nationale qui réussit toujours à bloquer. Dans ce cas d'espèce, qu'est-ce qui pourrait se passer à l'Assemblée nationale? Bon, attendons de voir. Ce qui est sûr, et c'est notre peur, au fait. Chacun d'eux a ses amis, a ses parents, et si les gens peuvent... s'armer de courage et savoir que l'avenir du Bénin dépendra des actes que chacun posera aujourd'hui, je crois que ce sera heureux de constater que cet obstacle soit levé. Voilà. Étant donné que la minorité crie la chasse aux sorcières, une vengeance. Non, et c'est ça. Et je vois déjà, de par... mon ami, je vois déjà que les signaux sont inquiétants et que les gens vont toujours penser que c'est la chasse aux sorcières, c'est cela. Non, je vous prie, chers honorables, de vos actes dépendra l'avenir de cette nation. Et il faut mettre à la disposition de la justice ce dont elle a besoin pour éclairer, pour apprécier, pour jeter de nouvelles bases pour l'essor économique de notre pays, le réel développement du Bénin. Est-ce que, Laurent Delors-Faton, dans ce contexte, on peut s'attendre à des débats sains, ou plutôt à des débats plutôt politiques, où on avance des logiques politiques, au lieu peut-être d'analyser le fond des dossiers pour permettre la manifestation de la vérité? Parce que, quel que soit le bord, ce dont le citoyen a besoin, me semble-t-il, c'est quand même de savoir que telle personne a mal géré le pays et qu'elle aille en répondre à la justice. Depuis le 4 avril 2017, il n'y a plus de débat sain à l'Assemblée. Depuis le 4 avril 2017, il n'y a plus de débat républicain démocratique à l'Assemblée. Parce que quand les deux blocs se sont constitués, les deux blocs se regardent en chien de faïence et chacun pense que c'est lui qui a raison et l'autre n'a pas raison. Et c'est ce à quoi on assiste tristement depuis 2017. J'aurais voulu que le Parlement retrouve son ambiance de 91. J'étais encore très jeune, mais chacun de nous était fier du premier Parlement qu'on a connu au Bénin, où les députés étaient au-delà de leur appartenance politique avec la nation en commun, avec le Bénin en partage. Actuellement, aujourd'hui, non, pas pareil. C'est des blocs, c'est le BNP qui se radicalise dans sa position de soutien du chef de l'État. C'est la minorité qui est dans sa position de contrôle, de combattre le chef de l'État. Et ne vous leurrez pas, les demandes de levée de l'immunité seront votées. Parce que s'ils ont été votés pour Djenoté et autres, ils seront votés le lundi, demain ils seront votés. Si c'est demain, si c'est programmé pour demain, ils seront votés. Et il n'y a pas de doute. Mais on aurait voulu quand même que dans ces contextes, qu'il y ait un débat. Dans ces contextes, que les gens dépassent leur bloc ou bien leur appartenance politique ou bien idéologique pour quand même débattre des questions pour voir ce qu'on nous demande de faire. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Mais aujourd'hui, plus personne ne fait si c'est bon ou c'est pas bon. Le BNP est là pour accompagner le chef de l'État. Il va l'accompagner pour cette procédure. Vous allez voir, c'est ça simple. D'accord. Laurentine a tout d'abord. Je voudrais d'abord lui dire que c'est normal, nous sommes en politique, mais je voudrais demander à nos honorables députés, où qu'ils soient, chacun d'eux, qu'ils reconnaissent qu'ils viennent tous d'une famille. Et pour une question de leur propre honorabilité, qu'ils aillent répondre et laver tout ce qu'on met comme souillure autour d'eux. Parce que rien ne sert de dire, je suis à l'Assemblée, ça va les rattraper un jour. Et c'est en cela que je dis, je prends l'opinion publique à témoin. Et c'est en cela que nous allons voir, nous allons faire la part des choses. Est-ce que ceux-là que nous avons élus, ceux-là pour qui nous avons voté, ont réellement le souci de ce pays?
Si le BMP soutient le président, il y a rien mal dans ça parce que... Ils ont parfois l'impression que c'est un soutien aveugle. Que ça soit aveugle ou pas, c'est le mot soutien qui me préoccupe moi parce que nous voulons corriger quelque chose. Faut-il soutenir à tout va? En tout cas, je ne veux pas me mettre dans cette logique. C'est des responsables, c'est des adultes. Je ne crois pas que ceux-là que je vois dans la majorité parlementaire soient des gens qui de façon sont conduits comme des bêtes. Je vous dis non. C'est des gens très réfléchis qui analysent et qui savent d'où ils viennent et où ils vont et ce qu'ils veulent. Il faut aussi reconnaître ça. Ils ne sont pas des menus, qui sont à la solde de quoi que ce soit. Non, je dis non. Et reconnaissons, moi, je veux m'adresser aux députés. Je veux m'adresser aux honorables députés. Cette fois-ci, il faut que le pays décolle. Allez répondre, vous, qui en son temps seront interpellés, allez répondre. Vous tous ceux-là qui seront interpellés, vous à qui une lettre sera adressée de la part de la haute cour, de la part du procureur, et que vos alliés, vos collègues auraient pu voter pour demander d'aller répondre. Allez répondre, c'est la moindre des choses. Cessons avec l'amalgame. Le pays doit décoller un jour, comme les autres pays. Nous avons vu le Ghana décoller, nous avons vu Lomé à côté de nous, mais il faut que le Bénin décolle aussi, et qu'on laisse nos petits... Bon, je ne veux pas dire tos, mais il y en a un peu de trop aussi. On sait là où il y a la vérité, mais on se met en groupuscule pour toujours passer aux intoxications. Non, il faut qu'on cesse avec que ce pays décolle. Dernier tour de table, un appel de chaque invité que vous êtes à l'endroit de ces députés. C'est vrai que vous avez commencé tout à l'heure tous les deux, mais c'est justement le dernier tour de table maintenant. Et c'est en même temps votre conclusion. Hein. Je vais commencer par... je vais commencer par Laurent Delors-Faton. Pourquoi commencer par moi alors que vous savez qu'en face de moi, il y a deux qui sont opposés à moi et qui soutiennent le régime? Je ne suis pas opposé à toi. Parce que c'est le régime. Encore que j'ai toujours apprécié tes analyses. Mais vous êtes tous des partisans du régime. Mais ce n'est pas grave, je commence. Et je vais commencer par dire deux choses seulement. Oui. La première chose que j'ai à dire est ceci. Qui tout rembasse mal est train. Le chef de l'État, quand il aura réussi la lutte contre la corruption, il aura aidé le Bénin. Et comme ses prédécesseurs, je suis en train de voir qu'il est dans la même logique que ses prédécesseurs et il risque d'échouer. Et pour qu'il n'échoue pas, il propose deux choses. Soit, dans un premier temps, il choisit sereinement de sélectionner les dossiers et de les vider une fois pour de bon. Il peut sélectionner 3 dossiers. Et il sait que ce dossier-là, il n'y a pas d'état d'âme. Comme il a dit, on prend le dossier, on le vide jusqu'au bout. On voit tout ce qu'il y a du début jusqu'à la fin et on en finit une fois pour de bon. C'est que si c'est par exemple l'affaire de Segup Gate, il a fini une fois pour de bon, on en a fini. On n'en parlera plus jamais. Et il prend si c'est Coton Gate, il en finit, on n'en parlera plus jamais. Ou c'est concours, il en finit, on ne va plus jamais. Quand il aura fait ça, qu'il va vider les dossiers, si c'est au moins 2 dossiers qu'il vide de tout son mandat, il aura reçu quelque chose pour le Bénin. Mais qu'il le vide entièrement, qu'il ne commence pas un dossier, qu'il laisse en tâche, il aura fait une lutte qui n'a pas de sens, à mon avis. Seconde chose, proposition, oui. Je souhaite que ce soit lui ou bien quelqu'un d'autre, que dans ce pays, on réussisse à faire la conférence des forces vives de lutte contre la corruption. Qu'on a déjà fait la conférence des forces vives contre la corruption. Parce que c'est le seul mal, c'est notre guerre, c'est notre génocide, c'est notre crime au Bénin. Et tant qu'on ne l'a pas fait, ce phénomène continuera toujours et empêchera tout le Bénin de se développer. Je vous remercie. Merci également à vous, Frédéric Benzin. Merci. Je pense que nous n'avons que jeté des idées. Ça n'a été que de la tempête de cerveau. Le plus dur, c'est devant. C'est le chef de l'État, c'est le gouvernement, c'est les parlementaires et tous ceux qui doivent intervenir. Je voulais juste leur demander de ne pas baisser la garde. Baisser la garde serait suicidaire pour notre pays. C'est comme si vous laissez un animal féroce, gravement blessé, mortellement blessé, et vous le jetez dans la nature. Il va faire des dégâts. Il faut aller jusqu'au bout et que Dieu Tout-Puissant, les membres de nos ancêtres, les assiste, parce que ce sera périlleux. Très bien. Laurentine Adosso d'avant. Oui, je voudrais d'abord prier Dieu, assister au jour le jour son Excellence le Président de la République, parce que ce n'est pas facile, c'est très difficile. Quand vous attaquez la corruption au Bénin, c'est que vous avez des problèmes. Et comme vient de dire Faton, il est le plus malheureux aujourd'hui des Béninois parce qu'il veut aller. Et je voudrais seulement lui demander de foncer pas la tête baissée, de foncer comme il est en train de le faire déjà. Et en deuxième position, je voudrais demander à tous les Béninois de bien vouloir cultiver l'esprit de discernement.
et que nous cessions un peu avec nos guerres, nos querelles intestines. Quand ce n'est pas moi, ça ne doit pas être l'autre. Non, il faut que ça cesse pour que ce pays puisse avancer. Je vous remercie. Merci infiniment à vous, Laurentina Dossou d'abord. Merci à vous également, Frédéric Benzin, d'avoir été sur ce plateau, président du Front citoyen. Et puis, Laurent Delors Faton, merci à vous d'avoir été là. Vous êtes des forces Cori pour un Bénin émergent, secrétaire national adjoint à l'économie numérique. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin du débat de ce dimanche. Dans la suite de notre programme, nous allons dans quelques instants vous faire vivre le décryptage de ce débat-ci avec Romuald Rouy qui va recevoir Agapit Napoléon Maforican, consultant politique de ETélé. Juste après eux, à 13h, le journal vous sera présenté, suivi de l'invité du dimanche qui sera reçu par Peko Mamer à l'Adaye. Merci à tous de nous avoir suivis et bon dimanche chez vous.